Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une grande preview du Tour de France femmes qui débute très rapidement le 12 août. On en a pris plein les yeux avec le Tour de France masculin. Là, on est en plein Jeux Olympiques. On enchaîne, ça ne s'arrête pas et on se devait sur Radio Fringale de vous sortir une belle preview pour présenter la 3e édition de ce Tour de France femmes nouveau format, mais qui n'est plus guère nouveau. Pour m'accompagner aujourd'hui pour parler de ce Tour de France, c'est le pilier du cyclisme féminin sur Radio Fringale, mais ce sera son premier Tour de France. Il a cependant l'avantage de bien connaître le pays de départ et pourra analyser les premières routes parcourues par les coureuses. Salut Loïc, comment vas-tu ? Eh bien, quelle présentation pour un retour après ma coupure de Radio Fringale. Ça fait tellement plaisir d'être là, de pouvoir reparler de vélo, surtout de vélo féminin, donc je suis super content et je crois qu'on a une nouvelle voix dans notre podcast sur le cyclisme féminin. Et oui, exactement, il vient même nous apporter son œil d'expert sur la plus grande course du peloton féminin et quelque chose me dit qu'il va nous scotcher avec ses pronostics, ce qui va dénicher la prochaine craque, la prochaine pépite. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut les gars, c'est vous les cracks, hein, vous inquiétez pas. Ouais, salut à tous, ça fait super plaisir d'être de retour sur Radio Fringale également et après quelques petits jours de coupure et pour ma première émission de cyclisme féminin, je suis ravi de démarrer tout de suite par le grand bain, par le Tour de France femmes, donc non, c'est génial. On va en prendre plein la vue. Là, on poursuit cet été de cyclisme et de sport avec le Tour de France, les JO, maintenant le Tour de France femmes, bientôt la Vuelta, etc. Donc ça ne s'arrête pas et je suis trop content et de pouvoir pour la première fois parler des femmes, c'est top. Ouais, c'est sûr que là on enchaîne les grands événements et j'espère que sur le Tour de France femmes, mais j'en doute pas parce que aux Pays-Bas ça va être de la folie ce grand départ. Il va y avoir encore la même ferveur populaire qu'on a pu apercevoir depuis la fin du mois de juin, le début du mois de juillet avec le Tour de France masculin. Donc voilà, sur Radio Fringale, on essaiera bien évidemment de vous faire suivre la course à travers nos réseaux sociaux. On a Matt et Simon qui assurent de fou bien évidemment avec les articles, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, Instagram et puis pareil, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, un petit pouce également pour nous soutenir, ça nous fera plaisir. Et si toutefois vous nous aimez encore plus que ça, vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir encore un petit peu. Merci par avance en tout cas, quelle que soit la démarche que vous souhaitiez entreprendre pour nous aider. Bon messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai quand même préparé un petit quiz. Voilà, j'en profite qu'on soit trois pour ça faire recommence, ça recommence, c'est reparti. Et oui, voilà. Alors on a donné du quiz pour les auditeurs sur les lives, mais là ça va être un quiz entre nous et forcément sans trop de surprise, le quiz va concerner le Tour de France femmes. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez bien révisé ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ça va être compliqué. Bravo. Non, ça va. Franchement, je vous ai pas fait des trucs trop vaches. Je trouve. Quelle est la 150e de les premières éditions du Tour de France ? Non, voilà, justement. C'est pas comme ça. C'est des trucs. Voilà. Moi, je sens qu'on va se faire on va se faire triturer, là. Ça va être compliqué. Non. Faut pas partir défaitiste comme ça. Allez. Première question. Je veux le nom d'une coureuse. Alors on tient bien sûr, on prend en compte que dans tout ce que je vais vous dire, que les 2 dernières éditions, hein, les Tours de France féminin avant où Gianni Longo l'a gagné et tout ça, ça compte pas, d'accord ? Ok. Alors, quelle fille détient le record de victoire d'étape ? Kopecky ? Non. Vibes ? Non. Ouais. Lorena Vibes, qui en a gagné 3. Kopecky, elle en a gagné qu'une. L'année dernière. La première de l'année dernière, non ? De l'année dernière, ouais, c'est ça.
alors que Lorena Wiebes, elle, l'année dernière, elle en a gagné une, et en 2022, elle en a gagné deux, et je crois même que c'était non, la première et la cinquième. Ouais, c'est bien ça. Eh bien, un point pour Titien, ouverture du score, magnifique. Deuxième question. Combien d'étapes ont été remportées par les Françaises ? 0. Eh oui, 0. On attend toujours la première victoire d'étape française. Ah oui, oui, oui. Sur les routes du Tour. Alors peut-être que ça va arriver. On a eu la première victoire d'étape française sur la Vuelta cette année, avec la manière en plus. Et avec la manière, en magnifique. battant quand même Vollering à la pédale. Donc ça c'est prometteur. Donc à voir si je vous repose la question l'année prochaine, si le chiffre aura évolué ou pas. En tout cas, j'espère que ça sera au moins une victoire. On le souhaite. On le souhaite bien évidemment. Alors, troisième question. Citez les 5 filles qui ont fait top 10 sur les 2 premières éditions. Nivadoma, Vollering. Ouais, c'est Van Vleuten. Van Vleuten, c'est bon aussi. Uttrup Ludwig. La Bousse. Et t'as dit qui, Loïc ? Uttrup Ludwig. Je sais pas trop comment dire son... Oui. Cécilie Uttrup Ludwig. C'est ça bon, fait 5. Vous les avez... C'est bon. Voilà, 3-2 pour Loïc sur cette question. Tu recolles, Loïc. Tu recolles à 4-3. Alors, du coup, tout va se jouer sur la dernière question. Alors, la dernière question donne un point. Mais s'il y a égalité, on se débrouillera. Sur quelle étape, et quand je dis quelle étape, je veux juste le lieu d'arrivée de l'étape. Y a-t-il eu le plus grand écart entre la première et la deuxième ? Celle du Markstein en 2022 ? Oui, celle du Markstein en 2022. 3 minutes 30, je crois. 3 minutes 30, à peu près. Mais je sais plus exactement. Ah ouais, voilà, j'étais pas loin. Exact. Entre Van Vleuten et Vollering, une étape assez incroyable où Van Vleuten avait tout fait péter très très loin de l'arrivée. Et bravo Titien, tu l'emportes, magnifique. Même sur mon propre terrain, je me fais bouffer, c'est quand même assez incroyable. Ah ouais. Faudrait peut-être poser les questions en néerlandais, non, pour que t'aies des chances. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que là, une fois, j'y gagnerai un quiz un jour. Après, faudrait que tu comprennes quand je parle néerlandais. Ça, c'est peut-être un autre problème. Allez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant avec cette belle introduction, messieurs, avec la présentation du parcours. Et je crois que Titien, alors t'es pas allé jusqu'aux Pays-Bas pour aller reconnaître les routes du départ, mais t'as quand même bien potassé ce parcours où il y aura 8 étapes cette année. Et ouais, tout à fait. Et après 2 départs en France, puisqu'on est parti de Paris sur la première édition et de Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Cette fois-ci, nous partons pour la première fois à l'étranger avec un départ que Loïc connaît bien, puisque un départ des Pays-Bas et de Rotterdam. Donc voilà, le départ c'est ce lundi avec une première étape. Donc il y a trois étapes aux Pays-Bas, enfin une étape et 2 demi-étapes dont on reparlera après. Ensuite, on passera par la Belgique et puis on finira par la France. Je crois qu'il y a un petit détour même, peut-être non, j'allais dire par la Suisse, mais je suis pas sûr. Non, peut-être pas en fait. Non, je crois pas. Effectivement. Effectivement. Donc, en fait, une première étape aux Pays-Bas. Alors, ne cherchez pas. Il y a 150 mètres de dénivelé positif sur cette première étape de 120 km. Je sais pas comment ils ont fait. Je vois qu'il y a un tunnel et ils ont réussi à le mettre en 4e catégorie. Pourtant, je vois pas vraiment de dénivelé. Je pense qu'ils se sont dit, il faut absolument qu'on attribue un maillot à poids. On va le mettre dans le tunnel. Comme ça, personne ne saura qu'il n'y a pas de dénivelé. On va le cacher. Ça doit sûrement être ça. Bon, toujours est-il que voilà, il y aura une première bagarre pour le maillot à poids et ensuite il y aura la possibilité de le garder jusqu'à la 4e étape. Ce sera clairement une première étape pour les sprinters. En plus, j'ai quand même l'impression, alors au début je me suis dit peut-être que ça peut être une étape propice aux bordures. Je sais pas, finalement j'ai l'impression qu'on est dans beaucoup de zones assez urbaines, donc à voir si ça peut être une étape qui peut être propice à des mouvements de course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura à l'arrivée le premier sprint massif et que la première fille maillot jaune du tour, ce sera une
sprinteuses. On vous parlera après, les sprinteurs. Sprinteuses qui vont vite revenir dès le lendemain, puisqu'on va de nouveau faire une boucle autour de Rotterdam, où cette fois-ci, ce sera le lieu d'arrivée avec une demi-étape. C'est assez original en cyclisme, on en voit de moins en moins. Mais effectivement, il y aura une étape en ligne le matin et puis un contre-la-montre, un très court contre-la-montre l'après-midi. L'étape en ligne du matin, cette fois-ci, ils ont même pas réussi à mettre les deux quatrièmes catégories, c'est vous dire 77 mètres de D+, c'est une étape plate comme la main, donc voilà le deuxième. Juste pour t'interrompre, j'ai vu sur la première étape que la côte de quatrième catégorie, le sommet est à moins 25 mètres d'altitude. Ouais, je sais c'est pas. Magnifique, quand même. Je sais pas. Ouais, ils prennent un tunnel souterrain, non? 1 kilomètre. Non, c'est bienvenue dans un pays où on est en dessous du niveau de la mer. Ouais, c'est ça. Aux Pays-Bas, il y a des endroits où il y a de la terre en dessous du niveau de la mer. Et du coup, alors là, je pense que c'est peut-être une première dans l'histoire du cyclisme. C'est vrai. Je sais pas comment on peut vérifier ça, mais qu'un prix de la montagne, si on peut appeler ça montagne, classement de grimpeur. Un prix du sous-marin. Est décerné et le sommet est négatif, quoi. Enfin voilà, pour l'anecdote, ça me faisait marrer. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, ça bougera pas sur cette première demi-étape, donc celle du mardi. Donc voilà, 70 km tout plat avec un nouveau sprint massif qui attendra les coureuses. Et puis le premier, on va dire, temps fort du classement général, entre guillemets, temps fort, parce que ce sera un chrono. Alors, le seul chrono de cette édition du Tour de France, mais il fait 6 km. Donc voilà, les différences, il y aura quelques différences, mais elles seront minimes, hein, c'est un format prologue. Donc voilà, en tout cas, contrairement à l'an dernier où il y avait un gros chrono pour terminer le tour, cette année, voilà, c'est pas forcément le contre-la-montre qui fera les différences pour le classement général, et vous allez voir que ça jouera forcément dans la liste de favorites qu'on va donner. Mercredi, eh bien, les choses sérieuses commenceront, puisque voilà, une revisite de Liège-Bastogne-Liège, hein, je crois que j'ai l'impression que à part les 70 derniers kilomètres de cette étape, c'est un petit peu le même final que Liège, avec la côte de la Redoute, la côte de Cornemont, la côte des Forges, la côte de la Roche-au-Faucon, et puis cette arrivée sur Liège. Donc voilà, si vous connaissez le parcours de Liège-Bastogne-Liège, vous imaginez bien qu'il y aura la première grande bagarre entre les femmes pour le classement général, même si à mon avis les différences qui seront faites ne seront pas forcément irrémédiables ici. On devrait en tout cas avoir une première tendance au niveau des favorites et les premiers écarts, et sûrement déjà les premières perdantes. En tout cas, ce sera une super belle étape entre Valkenburg et Liège mercredi prochain. Ensuite, on va avoir deux étapes qu'on pourrait dire, voilà, à la fois qui devraient consacrer soit des puncheuses ou soit des baroudeuses, puisque c'est des étapes qui vont être quand même plutôt vallonnées. On sait que chez les filles, les niveaux sont moins homogènes, on va dire, que chez les hommes, et que dès qu'il y a des côtes, ça fait plus rapidement la différence. Donc l'étape du jeudi entre Bastogne et Amneville, donc ça y est, enfin on arrive en France au bout de la 5e étape. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le profil, des côtes tout au long du parcours, sans être excessif dans la difficulté et les pourcentages. Et puis on finira par une petite rampe de 600 mètres à 5,5%, donc un beau terrain de jeu pour des filles qui souhaiteraient s'échapper, mais également pour des puncheuses et même des coureuses du classement général. Il faudra rester vigilante sur ces routes tortueuses et très vallonnées. Et puis c'est la même chose pour l'étape du vendredi entre Remiremont et Morteau. Voilà, on aura toute la dernière partie de course avec des petites côtes. Encore une fois, rien de très difficile, mais on le sait, entre les filles, ça peut vite créer des différences. Donc là encore, est-ce que les baroudeuses trouveront l'opportunité de résister aux favorites, ou est-ce que des puncheuses arriveront à sortir? Voilà, ça donne deux belles étapes indécises avant le dernier week-end et les deux grandes étapes de montagne de ce Tour de France Femmes. L'étape du samedi entre Champagnole et le Grand Bornand, donc là on a une étape de 167 km, ce qui est déjà une bonne on va dire un bon kilométrage pour une course femme, et c'est l'apéritif avec voilà un premier col de première catégorie, le col de la Croix de la Sierra, de 12 km à 5% au début du parcours, et puis surtout cette montée vers le Grand Bornand. Alors effectivement, c'est pas forcément des pourcentages hyper sévères, vous allez voir que c'est un apéritif par rapport au lendemain, mais ça va déjà faire des différences avec une première partie de 5 km à 5% et une deuxième partie de 8 km à 4,5%. Donc voilà, rien encore une fois de trop difficile, mais on le sait, chez les femmes, au bout d'une semaine, ça fera forcément des différences. Donc voilà, il va y avoir une première et grosse explication pour le général sur les pentes du Grand Bornand, mais encore une fois, rien d'irrémédiable, et tout pourrait être refait le lendemain, puisque l'étape reine, ce sera la dernière, le dimanche 18
le dimanche 18 août entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez, une étape de 150 km qui serait digne d'une étape de Tour de France chez les hommes, puisqu'on va affronter deux monstres sacrés du peloton, le col du Glandon qui interviendra aux 2/3 de la course. Le Glandon, c'est hors catégorie, voilà. C'est 20 km à 7% de moyenne, il y a quasiment aucun répit, donc ça va être très très compliqué pour les femmes, et elles enchaîneront avec la mythique montée de l'Alpe d'Huez qui, voilà, pour la première fois sur le Tour de France, elles pourront gravir cette montée de l'Alpe d'Huez après le Tourmalet l'an dernier, après le Markstein il y a 2 ans. C'est le Tourmalet qui se dressera, c'est l'Alpe d'Huez qui se dressera sous les roues des coureuses, 14 km à 8%, les célèbres virages de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, énorme étape chez les femmes, ça, surtout en fin de Tour de France avec la récupération, ça va faire des différences à mon avis monstrueuses, et pas de doute que ce sera la plus forte de ce Tour de France qui s'imposera au sommet de l'Alpe d'Huez et qui ira chercher le maillot jaune pour cette 3e édition de la Grande Boucle. Donc voilà, on va dire un parcours assez varié, finalement pas tant de difficultés que ça pour les sprinteurs, puisqu'on a 2-3 étapes maximum, on a deux étapes de montagne, 3 étapes plutôt vallonnées, un parcours voilà très très varié qui va permettre à pas mal de profils de coureuses de s'illustrer. Est-ce que vous voulez réagir globalement sur ce parcours, messieurs? Bah déjà te remercier pour cette magnifique présentation. Loïc, je te laisse donner ton avis. Qu'est-ce que tu penses toi de ce parcours? Bah moi franchement j'aime beaucoup. Le début aux Pays-Bas, je pense que au-delà du parcours, je pense qu'au niveau des fans, etc., les Néerlandais, on est plutôt très très bons pour mettre de l'ambiance. Donc je pense qu'il va y avoir une très grosse affluence et tout le monde va venir voir ce début de tour. Et cet aspect un peu, on passe par la Belgique pour faire un petit terrain un peu de classique. Vu la saison des classiques qu'on a eu en début de saison, moi je peux être que ravi parce que j'ai adoré ce début de saison. Et on passe par des cols mythiques en fin de semaine, et ça va faire des très grosses différences. Et j'espère qu'on va avoir du spectacle. Globalement, moi, je me suis beaucoup plus amusé à regarder les courses féminines que les courses masculines cette saison. Et je pense que ça va continuer vu ces étapes-là. Ouais, c'est vrai que moi, ce qui me plaît bien dans ce parcours, c'est à la fois l'équilibre entre les différents types d'étapes et ces étapes un peu de baroudeuses, puncheuses qui sont placées en milieu de tour. On peut clairement avoir une échappée un petit peu qui se dessine avec une fille qui est plus considérée comme outsider et puis qui prend le maillot, qui a un petit peu d'avance sur des filles qui sont plus pures grimpeuses. Et ça peut, alors même si on l'a vu, le dernier week-end est quand même tellement dur que ce sera une excellente grimpeuse qui l'emportera, mais ça peut changer un peu la physionomie de la course, du moins sur les premières, sur la première moitié et puis à l'approche de la montagne. Donc ça, je trouve intéressant, et même des filles, on reparlera tout à l'heure, qui sont bonnes grimpeuses, mais pas les meilleures. Par contre, quand il s'agit de classiques, elles répondent toujours présent, et là elles seront peut-être plus à leur avantage et elles prendront peut-être plus de risques à ce moment-là pour prendre de l'avance justement sur des filles qui grimpent mieux. Donc en tout cas ça promet des scénarios intéressants, et surtout sur ces étapes de transition. On l'a pas encore dit, mais cette année les filles elles sont 7 par équipe. Et ça va permettre aussi peut-être de jouer un petit peu plus en équipe, d'envoyer des filles à l'avant qui peuvent servir de relais, voire après peut-être des équipes aussi qui vont s'en servir pour plus contrôler la course. Mais en tout cas, moi ce parcours ça me plaît bien. Et puis finir à l'Alpe d'Huez, ça aura carrément de la gueule pour la dernière étape. Donc on sait que c'est une ascension qui est tellement difficile qu'il peut y avoir des défaillances, et ça peut arriver à n'importe qui, donc rien ne sera joué avant la dernière étape, surtout que le Glandon avant, c'est terrible. Les 3-4 derniers kilomètres du Glandon, c'est des pentes à 12% qui s'élèvent devant vous, et vous comprenez pas ce qui vous arrive. Donc s'il y a une panne de jambe, il reste encore 50 km après, dont l'Alpe d'Huez, ça risque d'être compliqué. Donc moi je suis plutôt hypé par ce parcours. Tout à fait. Je pense qu'on peut... Je pense comme vous. Ouais. C'est top, et le suspense sera préservé jusqu'au bout. Ouais.
Les défaillances existent pour tout le monde, sauf pour une coureuse, on dirait. Et peut-être qu'on va en parler maintenant, c'est ça. Peut-être. Donc là, voilà, on a décidé en tout cas pour vous présenter les filles qui vont animer cette semaine de Tour de France. Déjà de vous parler de la grande favorite, parce que clairement il y en a une qui se détache du lot, c'est bien sûr la tenante du titre. Et ensuite on vous présentera 4 filles qu'on considère comme des candidates à la victoire et au podium et qui ont de très bonnes chances de bien figurer. Et puis ensuite, en fin d'émission, on est allé chercher un petit peu les filles qui vont animer, alors que ce soit par leur qualité de sprinteuse, de puncheuse, de grimpeuse aussi, ou voilà, en tout cas, c'est des filles sur lesquelles il faudra avoir un œil. Donc on en parlera un petit peu plus rapidement, mais on les évoquera. Bon, forcément, vous l'avez reconnu, la grande favorite, c'est Demi Vollering. Demi Vollering, par où commencer? C'est la tenante du titre. Elle a remporté le Tour de France femmes en 2023 après avoir fait deuxième derrière Van Vleuten sur le Tour de France 2022. Clairement, l'année dernière, elle était très très au-dessus. Elle avait réussi une saison magnifique également avec le triplé à l'Ardennais, une deuxième place sur la Vuelta. Une performance de haut vol, et cette saison elle semble sur dans le même état de forme. Si elle a pas remporté de classique contrairement à l'année précédente, elle a ensuite écrasé le Tour d'Espagne, et puis elle s'est même permis d'enchaîner avec des victoires sur le Tour du Pays Basque, le Tour de Burgos et le Tour de Suisse un peu plus récemment au mois de juin, où à chaque fois c'est des victoires d'étape dès que la route s'élève. Donc clairement, elle est annoncée comme grande favorite, messieurs. Tu nous as fait une présentation de ses résultats et je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes en fait. Elle a eu un début de saison, en saison de classique qui était un peu pas aussi exceptionnel de ce qu'elle avait fait l'année dernière, mais qui était un modèle de. Elle était quand même extrêmement présente et elle gagnait peut-être pas, mais elle était toujours dans des très bonnes places. Et en fait, cette saison, elle a fait toutes les courses par étapes auxquelles elle a participé, elle a gagné, il me semble, elle a gagné le général. C'est une fille qui est super forte. Elle est vraiment, t'as l'impression qu'elle est au-dessus. En fait, elle est dans son monde et c'est vraiment très très compliqué d'aller gagner contre elle. Au général, j'ai l'impression qu'elle gagne peut-être un peu moins au niveau des étapes que l'année dernière, mais elle a des écarts qui sont monstrueux. Je pense que, en fait, c'est un peu un modèle de, comment est-ce qu'on peut dire ça? Elle est toujours, je perds mes mots, mais elle est toujours présente et en fait, j'ai l'impression elle creuse encore plus les écarts par rapport aux saisons précédentes et elle a une trajectoire qui est toujours en évolution. Et sa façon de courir est très intéressante. Elle calcule bien ses coups et c'est un peu qui peut me suivre, suis-moi, mais tu vas exploser au bout de la moitié de la montée, quoi. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas de doute, Demi Vollering, c'est la grosse favorite de cette course. Effectivement, une première moitié de saison de classique un peu décevante par rapport à ce qu'on attendait. Voilà, elle a mis du temps à mettre en route, on va dire. On sentait que tout se passait pas bien, même sur Liège-Bastogne-Liège, où elle était très forte et elle fait une grosse erreur dans le final qui lui coûte la victoire. Sur des courses comme le Ronde, etc., tu sentais qu'elle était pas à son plein niveau. Elle était un peu prise par ces histoires de transfert. On sait toujours pas où elle sera, dans quelle équipe elle sera l'année prochaine. Donc et puis à partir de la Vuelta et la mise en route des courses par étapes, inarrêtable. Elle gagne la Vuelta, elle gagne le Tour du Pays Basque, le Tour de Burgos, le Tour de Suisse. Voilà, elle a tout enchaîné. Donc il y a aucun doute sur le fait que c'est la meilleure grimpeuse du monde, celle qui a la meilleure récupération. Elle roule très très la bien meilleure chrono, équipe donc aussi. la meilleure équipe. Non mais voilà, donc c'est la grande favorite. Ce serait une immense surprise, on va pas se le cacher, que Demi Vollering ne remporte pas ce Tour de France. Donc rien de plus à dire. Le parcours il y va comme un gant. Je la vois faire des très très gros écarts sur la dernière étape,
qualité de récupération, ses qualités d'endurance, plus ses qualités en montagne, je pense que ça va faire très très mal. Donc voilà, mine de rien, et ça c'est une fois n'est pas coutume, elle s'est imposée sur une arrivée, enfin elle a été battue sur une arrivée une fois sur une arrivée en altitude cette année à la pédale par une autre coureuse, donc qui était Evita Music, mais bon, ça l'a pas empêché de gagner facilement voilà, le classement général sans souci en tout cas. Donc, elle a montré des très légères failles cette saison, mais rien de suffisant pour que ses adversaires puissent se dire elle va être battable. Donc, pour moi, à mon avis, Demi Vollering est imbattable sur ce Tour de France et elle devrait largement remporter le classement général. Donc, à vous entendre, il y a quasi aucune chance qu'elle perde ou qu'elle s'impose pas. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faille que Vollering pourrait avoir quand même? Bah, le problème, c'est que moi, la seule faille que je voyais, c'était vraiment un conflit interne avec Kopecky, pour voir si Kopecky pouvait peut-être essayer d'aller chercher un classement général. Mais comme Kopecky part pas sur ce tour, j'ai vraiment Enfin, elle a tout pour elle. Elle a une équipe qui est incroyable. À part se faire sauter sur la ligne une fois sur ses tours et après sur la saison classique c'était un peu moins bien, mais elle était toujours très très bien placée. Elle a pas gagné, mais en fait pour un classement général elle a pas besoin de gagner. Elle pourrait faire deuxième tous les jours et elle gagnerait haut la main ce Tour de France. Bah ouais. Après voilà, on sait qu'elle a perdu une Vuelta. Alors certes, c'était face à Annemiek van Vleuten qui était une super coureuse, mais sur un incident mécanique, c'était une pause pipi. Voilà. C'était pas mécanique. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'était peut-être mal senti. Voilà. Bon, bref, en tout cas, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais voilà, après, il peut très bien y avoir, et on lui souhaite pas du tout l'incident mécanique, justement, la chute, etc. Mais à la pédale, elle peut être battue en fait, elle peut être battue sur une étape, voilà, sur une arrivée en côte, etc. On l'a vu cette année qu'elle n'était pas forcément tout le temps impériale, mais sur la durée de ce Tour de France, je vois pas une coureuse qui peut être aussi endurante et aussi bien récupérée qu'elle. Et enfin voilà, elle a quand même très peu de failles là-dessus. Elle est très 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 consistante et j'ai pas souvenir d'avoir vu Demi Vollering avoir des gros jours sans, pas du tout. Donc, en tout cas sur les 2 dernières saisons. Donc, ouais, ça. Et en fait, pour moi, pour qu'elle soit battue, il va falloir qu'une ou plusieurs concurrentes élèvent leur niveau par rapport à ce qu'elles ont montré cette année. Ce sera plus sur ça qu'il faudra compter, ou alors sur une défaillance de Vollering, mais ça, j'y crois pas. Donc, pourquoi pas, voilà, une révélation sur ce tour d'une coureuse qui évoluerait à un super niveau. C'est peut-être ça qui pourrait faire tomber Demi Vollering. Ouais, en tout cas, c'est vrai que ce serait une immense surprise de la voir ne pas s'imposer à l'Alpe d'Huez et de pas remporter un deuxième Tour de France consécutif. Du coup, comme c'est la grande favorite, on va peut-être s'intéresser maintenant aux filles qu'on considère comme des outsiders qui pourraient, pourquoi pas, venir la bousculer ou alors, en tout cas, à défaut de mieux, compléter le podium. Alors, on a ressorti 4 noms. Je vais vous présenter, moi, tout d'abord, le premier nom. C'est la fille qui a gagné le dernier Grand Tour qui s'est disputé. C'était au mois de juillet. C'était le Giro d'Italia. Et elle l'a remporté chez elle. Pour moi, c'est une très belle performance. C'est pas quelque chose que j'attendais forcément au départ. Elle a également terminé troisième de la Vuelta. On était quand même plus habitué à la voir briller, excellente sur les classiques, mais là, elle a réussi à aussi montrer toutes ses qualités sur les grands tours. C'est Elisa Longo Borghini qui aurait beaucoup de chance, en tout cas, qui va avoir beaucoup de chance de bien figurer, notamment avec à la fois ses capacités de puncheuse et de coureuse de classique sur les étapes au milieu de ce tour. Et également, on l'a vu très résistante et très résiliente sur les étapes de montagne et sur les cols.
c'est pas la meilleure grimpeuse du peloton, ce qui pourra sûrement l'handicaper sur la dernière étape quand il y aura des gros pourcentages. Mais par contre, clairement, même l'étape du Grand Bornand où on a un enchaînement de cols, mais ce qui va l'avantager, c'est que les pourcentages sont pas énormes, hein. On est sur du 5% en moyenne à chaque fois. Et également, l'étape est longue, et ça, on sait que c'est une fille qui est très endurante, qui aime bien ses efforts longs comme ça. Donc, clairement, s'il n'y avait pas cette dernière étape, elle pourrait, selon moi, clairement être considérée comme une adversaire très très sérieuse pour Vollering. Là, avec cette dernière étape et ces gros pourcentages sur le Glandon et sur l'Alpe d'Huez, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas pour le podium, clairement, elle va avoir toutes ses chances. Elle arriverait à faire le podium sur les 3 grands tours cette saison. Et moi, j'étais vraiment impressionné par son niveau en montagne jusque-là. C'est cette capacité aussi à gérer son effort dans les ascensions, à pas exploser, à pas se mettre dans le rouge, et puis à l'expérience maîtriser les courses. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez, les gars, des chances de Longo Borghini. Vas-y, Loïc. En fait, moi je trouve que la Lidl Trek, c'est peut-être l'équipe qui peut vraiment rivaliser niveau collectif par rapport à la SD Works. C'est une équipe qui a une profondeur d'effectifs qui est quand même très intéressante. Ils ont des coureuses qui peuvent protéger leur coureuse de classement général. Ils ont plusieurs personnes pour le classement général. Bien sûr, Longo Borghini est quand même la grosse star de leur équipe. Elle fait un début de saison qui était très très bon. Les classiques, elle a assuré, comme son équipe d'ailleurs. Et après, elle a été très consistante en fait sur ses classements par étape, et elle gagne un peu son Graal à elle en gagnant le Giro. Après, Vollering n'y était pas. Et c'était peut-être le seul tour où Vollering était pas là, et donc elle a réussi à gagner. Elle a fait des Jeux Olympiques sur route qui sont assez intéressants, mais elle gagne pas. Et après, il me semble qu'elle est sur le programme sur piste, à voir comment elle ressortira aussi de tout cela, et voir si elle amènera pas un peu de fatigue sur ce Tour de France féminin. Moi, je trouve que elle est favorite pour le podium, mais je la vois pas trop titiller Vollering. Tout à fait, t'as bien résumé avec ta dernière phrase. Elle sort une saison hyper consistante. Voilà, belle victoire sur le Tour des Flandres, Flèche Brabançonne, deuxième d'Estrade, deuxième de Liège, troisième de la Flèche Wallonne. Elle est là partout. Troisième de la Vuelta, vainqueur de ce Giro. Incroyable saison de Longo Borghini. Et pour moi, ça en fait la grande favorite pour la deuxième place. Mais de par sa consistance, de par le fait qu'elle va être là sur tous les terrains et qu'elle va, à mon avis, être là tous les jours. Mais il lui manquera un truc comme on a vu sur la Vuelta où les deux étaient elle était alignée avec Vollering, c'était trop difficile pour elle de suivre la néerlandaise. Donc grande chance de podium pour Longo Borghini, mais je la vois pas du tout rivaliser avec Demi Vollering. En tout cas, si elle arrive à faire podium de ce Tour de France, ce serait quand même une énorme saison pour l'Italienne à 32 ans. Ouais, c'est clair que c'est important de souligner sa consistance sur toute la saison, effectivement. Titien, je te laisse présenter la fille que tu considères comme une outsideuse, et t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est celle qui a réussi à battre Vollering à la pédale sur une arrivée au sommet. Et ouais, si je dis pas de bêtises, c'est la seule cette saison, puisque les autres étapes où Vollering n'a pas gagné, ça s'est pas forcément joué à la pédale au sommet. Et je vais parler évidemment d'Evita Music qui a battu cette année Demi Vollering à la pédale sur une arrivée au sommet sur la Vuelta. Alors, à l'heure où on parle, on enregistre petite jurisprudence parce que la compo finale de la FDJ Suez n'a pas été annoncée, donc voilà, pas de confirmation que Evita Music soit au départ de ce Tour de France, mais sauf maladie ou problème pour la française, je vois mal la FDJ ne pas venir avec sa tête d'affiche, donc normalement elle devrait être présente et la fer de lance de cette équipe. Et donc il y a plusieurs raisons qui font que j'y crois. Je trouve qu'elle a passé un cap cette année
notamment en montagne. Enfin, vraiment, elle est impressionnante pour moi. Elle fait vraiment partie des toutes meilleures grimpeuses du monde. Au-delà de ça, bah voilà, c'est la seule qui a pu rivaliser avec Demi Vollering, alors pas sur toutes les étapes, mais au moins sur une étape à la pédale. Et puis voilà, elle fait quand même des très bons classements généraux. Je pense qu'elle va venir sur ce Tour de France, qui est son grand objectif de l'année, avec une bonne préparation. Donc voilà, contrairement à, pour moi, c'est un peu l'inverse de Longo Borghini. Longo Borghini, c'est l'assurance tout risque enfin, j'ai l'impression que cette année, c'est l'assurance tout risque d'aller faire un podium. Mais inversement, je la vois pas du tout titiller Vollering. Et ben, je me dis qu'Evita Music, je suis pas du tout la certitude qu'elle puisse faire un podium, mais par contre, si elle est à son meilleur niveau, elle peut vraiment être pas très loin de la néerlandaise en montagne. Et ce qui est l'avantage également, c'est que je pense que on est assez d'accord sur le fait qu'en chrono, c'est pas la meilleure rouleuse du monde, Evita Music, et sur 6 km de chrono, les écarts devraient être assez minimes. Et ensuite, voilà, elle sera vraiment sur son terrain. Si elle arrive à limiter sur les étapes pour puncheuse, enfin, pour moi, cette dernière étape de montagne va faire d'énormes écarts. On l'a bien vu sur les grosses étapes de montagne. Les écarts qui sont faits sur les étapes d'avant, ils comptent plus trop parce que chez les filles, les différences se font assez rapidement quand c'est dur. Et donc, si on a la version 2024 high level, on va dire, d'Evita Music, ça pourrait faire un gros résultat sur ce Tour de France qui est fait pour une grimpeuse. Donc si elle est à 100% et qu'elle est bien au départ de ce tour, moi je mets une grosse carte sur au moins un podium, et pourquoi pas même par exemple une belle victoire d'étape sur une des 2 dernières étapes pour Evita Music. Donc voilà, c'est un petit joker, mais j'ai envie de le jouer sur ce Tour de France. Je sais pas ce que vous en pensez d'Evita Music. Adri, tu peux y aller si tu veux. Ouais, non, bah c'est vrai que vu ta musique, tu l'as très bien dit, Titien. Elle a été vraiment hyper forte, et notamment sur la fin de Vuelta. Et ce qui était chouette sur cette Vuelta, c'est qu'aussi ça a pas très bien commencé pour son équipe, et puis pour elle. Et il y a une perte de temps qui la mettait un peu hors jeu du général, et puis elle a réussi à ne pas se démobiliser. Et puis je pense que remporter cette étape en battant Vollering, ça a débloqué quelque chose sur la dernière étape. Elle fait deuxième. Malheureusement, elle était trop loin pour monter sur le podium, mais clairement, elle s'est imposée et affirmée comme la deuxième meilleure grimpeuse de ce Tour d'Espagne. Et je pense que oui, c'est une des toutes meilleures grimpeuses. Je pense que aussi elle aura un petit sentiment de revanche par rapport à sa non-sélection au JO, où clairement, vu la forme qu'elle avait montrée depuis le début de la saison, parce que après c'est pareil, hein, sur les courses par étapes, et voilà, même si sur le Tour de Suisse elle a rien fait d'exceptionnel, elle aura à cœur de répondre présente, et je pense que sa saison est vraiment ciblée là-dessus, ciblée sur ce Tour de France. C'est aussi pour ça que la FDJ l'a pas emmenée sur le Giro, pour pas non plus trop en faire, et qu'elle garde la fraîcheur qu'il faut face à ce genre de course. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est peut-être c'est ces premières étapes aux Pays-Bas là, où on le sait, ça va frotter, c'est pas du tout un terrain qu'elle affectionne. Il va clairement falloir en gros suivre la roue de Grace Brown, et puis Amber Crack, et puis toutes les filles qui ont cette expérience, et puis c'est du placement, et puis qui sont habituées à frotter. Clairement, je pense que une fois que ces 2-3 premières étapes seront passées, s'il n'y a pas de pépins, voilà, elle va arriver sur un terrain qui lui convient quand même bien mieux, hein. Quand c'est vallonné, on sait que qu'elle aime bien ça. Après, voilà, moi c'est plus ça ma petite inquiétude pour Evita Music, c'est le début. Mais clairement, la dernière étape, c'est le genre d'étape taillée pour ses qualités, avec du fort pourcentage. Comme tu l'as dit, Adri, il faudra pas qu'elle soit prise dans les bordures, parce que il me semble que c'était sur la Vuelta cette année, où sur une étape elle perd 2 minutes, et en fait elle finit 5e au classement général, mais si elle n'avait pas perdu tout ce temps-là, elle serait bien sur le podium. Donc faudra qu'elle suive ses équipières. Je pense que la FDJ a une équipe vraiment qui peut
parfaitement bien la protéger de ce genre de problème. Et je pense qu'elle aura vraiment quelque chose à prouver après sa non-sélection au JO. Et justement, elle amènera aucune fatigue, elle sera en pleine forme. Je pense qu'elle peut vraiment faire quelque chose pour ce classement général. Après, franchement, je trouve elle apporte moins de certitude que d'autres noms, mais ça peut être une super surprise et elle a quand même une saison qui est impressionnante. Donc, je crois vraiment en elle pour un top 5. Après, le podium, ça va être plus compliqué pour moi. Ouais, en tout cas, je pense qu'elle aura elle aura énormément de soutien au bord de la route en montagne et ça devrait forcément la porter. Loïc, je te laisse présenter la fille que tu vois comme une candidate très sérieuse au podium. Bah, en fait, c'est une candidate très sérieuse au podium parce que sur les 2 dernières éditions, elle était sur le podium. Moi, je parlais de Nivadoma qui a enfin gagné aussi cette année sur les classiques. Elle vient de prolonger chez la Canyon SRAM. Il y avait une petite rumeur qui disait qu'elle pourrait peut-être partir. Et je trouve que c'est quand même très bien qu'elle reste où elle est. Et en fait, pour moi, c'est vraiment l'exemple de la régularité et bon, peut-être qu'elle gagne pas très souvent, mais elle est super forte tout le temps. Elle a fait une super saison classique. Elle a été, elle a été championne du monde gravel l'année dernière, il me semble aussi. Enfin, elle est finie 3e 2 fois du Tour de France féminin. Je pense que là, elle va pouvoir monter quelques marches sur la boîte. Et en fait, c'est quelqu'un qui, si elle est en bonne santé, si elle finit la course, elle sera forcément bien placée. Et ce parcours lui va plutôt très bien, je pense. En Belgique, je pense que les petits coups, etc., elle va pouvoir bien suivre. Et après, en fait, c'est quelqu'un, je pense, peut suivre, qui peut suivre Vollering et qui peut après essayer de mieux calculer ses coups. Et je pense qu'elle a quand même une très grosse intelligence de course qui lui permettra d'être très bien placée. Je pense que par rapport à d'autres, l'expérience lui apportera beaucoup. Après, elle a eu quelques résultats un peu en dents de scie après sur les courses par étapes, où je l'attendais franchement plus que sur les classiques. Mais je pense elle l'a montré aux Jeux Olympiques, elle est en pleine forme, elle a été très très offensive. Euh, je pense que c'est un peu c'est une valeur sûre. Ouais, bah, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, tout le monde aime bien Katia Nievadova, voilà, avec ce magnifique maillot de l'équipe Canyon. Moi, je suis vraiment fan. Coureuse qui donne toujours tout, très expressive sur le vélo, très constante également, qui gagne peu, c'est vrai, mais vraiment qui lâche jamais rien. On l'a vu encore sur la dernière course des JO, même si elle a été piégée, elle a tout donné jusqu'au bout. Donc effectivement, pour moi, c'est une grosse candidate au podium. Même si on en reparlera après, je pense que elle a de la concurrence interne dans son équipe et que ce sera pas forcément la plus forte au final de l'équipe. Mais ça, on en reparlera. Mais non, mais voilà, Kasia Nemadova, ouais, 3e l'an dernier, peut-être 2e cette année, c'est pareil. Impossible pour moi qu'elle rivalise avec Denny Vollering, c'est quand même en dessous, mais je la vois peut-être bien enfin aller claquer une belle victoire d'étape en puncheuse. Là, ça lui correspond plutôt bien quand même. Pas mal d'étapes de ce Tour de France et à la régularité également. Aller chercher une belle place. Donc pour moi, c'est comme Longo Borghini. Hein, comme on l'a dit, pour moi, derrière Vollering, c'est peut-être les deux qui apportent le plus d'assurance pour finir sur le podium derrière l'intouchable néerlandaise. Je sais pas ce que t'en penses, Adri. Ouais, bah moi je suis d'accord, hein, on se souvient de sa très belle étape sur le Tourmalet l'année dernière où elle termine 2e et même à un moment elle est toute seule en tête dans la descente de l'Aspin. Là, c'était assez extraordinaire quand Vollering et Van Vleuten se regardent. On se dit ouais, c'est énorme, elle va aller la chercher son étape et puis bah Vollering décide d'accélérer et puis ça lui casse un petit peu son rêve, mais c'est clair qu'elle a l'expérience et
C'est une des garanties du peloton, on va dire, même si cette année, il y a peut-être un petit peu moins de consistance qu'il y avait pu y avoir, par exemple, l'année dernière en termes de place et puis de résultats. Bon, il faut aussi savoir qu'elle avait eu un souci de santé, je crois, hein, sur la Vuelta, donc elle avait été obligée d'abandonner, alors que vu sa campagne de classique, elle arrivait forcément en très grande forme. Donc à voir, parce que elle a fait une bonne campagne de classique, mais il y a peut-être une interrogation, même si c'était, comme tu l'as dit Loïc, plutôt rassurant vu ce qu'elle a pu montrer au JO. À voir au niveau de sa forme, mais en tout cas clairement c'est avec ses 49 kilos, l'Alpe d'Huez ça va pas lui faire peur, donc ouais bien. J'espère en tout cas qu'elle sera à son meilleur niveau, parce que ça veut dire qu'il y aura une belle bagarre, et puis on sait qu'elle n'hésite pas à attaquer, alors des fois un petit peu à tort, mais c'est ça aussi qui fait qu'on l'aime bien, et puis que ça fait du spectacle. On a décidé de parler d'une quatrième fille, parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler en tant qu'outsider. C'est Juliette Labousse. Juliette Labousse, qui a d'ailleurs annoncé sa nouvelle équipe, la FDJ Suez, pour la saison 2025, pardon, qui a annoncé son transfert. Dès qu'on parle de grand tour féminin, de toute façon, forcément, le nom de Juliette Labousse revient. Là aussi, on a une des filles les plus régulières du peloton sur les dernières années, qui n'arrête pas de progresser quand même d'année en année. Très très forte rouleuse. Alors malheureusement, c'est pas les 6 kilomètres de chrono de ce tour qui vont l'avantager, mais on l'a vu aussi très à l'aise en montagne. Sur la Vuelta, elle termine quand même à la 4e place. Elle a fait également le Giro, qu'elle termine à la 5e place. Pareil, avec une consistance en montagne, mais pas de grands coups d'éclat, et c'est peut-être ça un petit peu le point faible, hein, à la fois son manque d'explosivité, et puis du coup qui l'empêche forcément d'accélérer nettement pour lâcher ses concurrentes à la pédale. Elle a réussi quand même à gagner le championnat de France dans un sprint dans un sprint à deux, mais voilà, donc c'est forcément une candidate au podium. Mais après voilà, en fonction on a l'impression qu'avec Labousse, c'est un peu plus en fonction de la concurrence et de la qualité de la concurrence, comment est-ce qu'elle va réagir. Mais on sait que elle sera au rendez-vous, et elle sera présente. Je sais pas ce que vous pensez de ses chances à Juliette. Je suis un peu sceptique, dans le sens où elle sera là. Je la vois très bien dans les 5 premières du classement général. Après, est-ce qu'elle aura un niveau pour atteindre le podium? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est très très forte. Elle est très consistante en fait. C'est une valeur sûre. Mais j'ai l'impression que ces 2 dernières saisons, elle a pas forcément augmenter son niveau assez, en tout cas, pour prouver, notamment cette année, qu'elle est capable de jouer le podium du Tour de France. Ça n'a pas été le cas sur la Vuelta, ça n'a pas été le cas sur le Giro, même si à chaque fois elle finit très bien placée, 4e et 5e, mais j'ai l'impression qu'il lui manque toujours un petit truc. Il manque peut-être encore une 2e grosse étape de montagne, en fait, comme celle de l'Alpe d'Huez pour finir. C'est quand même une pure grimpeuse. J'ai un peu peur que sur les étapes punchy, elle puisse perdre du temps. C'est le cas souvent en début de tour pour Juliette Labousse. On se souvient de l'année dernière, elle avait perdu du temps sur les premières étapes. Bon, qui était très punchy cette année, elle aurait quand même 2-3 étapes pour se mettre en jambe, ça va peut-être l'aider, mais j'ai peur qu'il lui manque encore un truc. J'espère que, voilà, parce que elle mériterait d'être sur le podium de ce Tour de France, mais la concurrence va être rude. J'ai aucun doute qu'elle sera à la bagarre. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Si je devais parier à l'instant T, je la vois également dans le top 5, mais plus 4e ou 5e que sur la boîte. Mais en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, enfin, de se décrocher le podium du Tour de France. Ce serait génial. Je pense qu'elle aura elle aura le maillot tricolore qui lui donnera envie de. Ça, c'est Même sûr. si on n'est pas
Bien Même représenté. si on n'est pas vraiment beaucoup en France sur ce Tour de France féminin. Sur les étapes qui comptent pour le classement général, on sera en France. Et je pense qu'elle sera vraiment énormément supportée. Elle a montré sur le contre-la-montre des JO que la forme était là parce qu'elle finit quand même 4e. Et je pense que, enfin, le contre-la-montre, c'est vraiment l'épreuve qui montre ton état de forme. Elle est très régulière. Après, je vous rejoins sur le reste. Enfin, en fait, elle est tellement régulière, mais elle a tellement peu de coups d'éclat que, en fait, elle fera un top 5 et je sais pas si elle pourra vraiment monter beaucoup plus haut que ça. Mais je pense que elle sera bien entourée, elle a une très bonne équipe. Euh, c'est juste en fait, il y a tellement de noms autour et tellement de consistance en fait dans ce Tour de France féminin que en fait, il va falloir vraiment faire des choses un peu exceptionnelles pour pouvoir vraiment être présente dans ce top 5 et même sur le podium. Ouais, c'est clair que ouais, moi je suis d'accord avec vos analyses. En tout cas, comme vous l'avez justement dit, elle aura à cœur de faire briller ce maillot bleu, blanc, rouge et il y a quand même des chances que ça la porte et voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Elle clairement, si un jour le Tour de France femme et j'espère que ça arrivera, il passe à 15 jours. Là, ce sera peut-être pas la même chose. Mais peut-être effectivement que c'est encore trop. C'est peut-être pas assez difficile, pas assez exigeant finalement. Ça, on verra les autres années. Bon, bah pour terminer l'émission, messieurs, il nous reste quand même quelques minutes. On va parler un petit peu plus rapidement, mais des filles qu'on pense voir briller sur les routes du Tour, alors que ce soit des sprinteuses, des puncheuses ou alors des grimpeuses, des surprises, des filles un peu plus attendues. Je vous propose qu'on balance un nom chacun à tour de rôle. Et voilà, par impolitesse, je vous propose de commencer. Vas-y. Je vais parler de celle que mais pas seulement moi, considère comme la plus grande coureuse de tous les temps, Marianne Vos, qui a un palmarès long comme le bras, donc je vais vous épargner ses plus grandes victoires, mais qui clairement, avec On y est encore demain. le départ aux Pays-Bas, aura à cœur de briller à la fois sur les premières étapes au sprint, mais également sur les étapes de coureuses de classique réservées aux puncheuses. Et elle sera là. Limitée en haute montagne pour espérer quelque chose au général. Encore que elle a montré, elle a quand même remporté le Tour de Catalogne. C'était pas hyper montagneux. Donc voilà. C'était pas hyper montagneux, je l'avoue. C'est vrai que il y avait l'arrivée à la Molina qui était considérée comme étape de montagne. Mais voilà, et effectivement, elle gagnera pas ce Tour de France. Elle est très forte, mais là, il faut vraiment pas lui. Enfin, le classement général, ça va être compliqué. Hein. Non, voilà, non. On l'attend pas sur le classement général, mais en tout cas pour reporter le maillot jaune, clairement, et puis pour remporter une voire deux étapes, elle devrait être présente. Oui, mais quand sur les pures étapes de sprint, va quand même falloir battre Charlotte Kohl et Lorena Wiebes, ce qui va pas être une mince affaire, surtout qu'il y a les étapes aux Pays-Bas, il y a quand même pas de boss. Pour prendre le maillot, ça va être compliqué. Je la vois péter moi sur l'étape de Liège, qui est quand même un remake de Liège-Bastogne-Liège, et je pense que vraiment ce seront les favoris qui seront devant. Pour moi, les étapes Marianne Vos, c'est celle de la 5 et la 6, là, des étapes vallonnées. Mais il va falloir qu'elle soit très forte si elle veut gagner une des deux, parce que derrière, il y a des coureuses qui vont vouloir prendre les devants et qui vont se dire j'ai aucune chance sur les étapes de montagne. On l'a vu l'année dernière, il y a eu 3 échappées consécutifs qui ont, avec Northgard, avec Castellines et Burenfeld, je crois, l'année dernière, qui avait résisté au peloton. Donc voilà, je pense que les échappées vont encore bien fonctionner et peut-être qu'il va falloir qu'elles prennent cette stratégie, parce que je pense que, vu le parcours cette année, ce sera pas si facile que ça pour Marianne Vos
d'aller remporter une étape, mais par contre le maillot vert, si elle fait des points dans les premiers sprints, ensuite ça peut vraiment être une des grosses candidates. Donc je pense que dans tous les cas on la verra, mais je mettrai pas ma main à couper qu'elle puisse en gagner une ou porter le maillot jaune. Bah, moi, je trouve que pour le maillot jaune, ça va être très compliqué. C'est pas la seule néerlandaise à la maison qui va vouloir aller sprinter pour gagner le maillot jaune. Et je pense qu'il y a vraiment des plus gros noms qu'elle pour gagner au sprint, comme vous avez dit. Et après, bah, je suis Titien sur le maillot vert. Je pense que son objectif, ça va plus être un maillot vert que aller porter un maillot jaune sur les 2 premières étapes. Et bah, en fait, elle a montré qu'elle était en super forme cette saison et en fait elle a un retour elle a un retour de forme par rapport à quelques saisons auparavant. Mais pour aller battre des sprinteuses comme on a là pour l'instant, je pense que ça va être très compliqué. Ok, bah, je vous sens moins hypé que moi, mais il ne faut jamais enterrer Marianne Vos. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On l'a appris. On l'a appris. Loïc, je te laisse enchaîner. Oula, alors, il y a tellement de noms en fait. Il y a tellement de noms. Je peux t'en souffler hein, si tu veux, mais bah, moi j'ai envie de parler de Lorena Vibes qui on va continuer sur plus des sprinters, on en a parlé rapidement, mais c'est la meilleure sprinteuse au monde pour l'instant. Elle n'a pas réussi à faire quelque chose aux Jeux Olympiques, mais si elle se fait pas sauter sur la ligne au dernier moment parce qu'elle est en train de célébrer, elle peut vraiment aller gagner les 2 premières étapes, aller chercher ce maillot jaune puis après le maillot vert. Elle est dans une équipe qui est ultra dominante. Après, je sais pas trop quel autre argument je peux donner à part que elle est trop forte. Ouais, rien à dire. Hein, à mon avis, ce sera la première maillot jaune du tour si je dois faire un pari. Et même Charlotte Cole, je pense que ce sera difficile de rivaliser avec Lorena Vibes qui a enchaîné les victoires ces derniers temps. Donc ouais, je la vois bien gagner, moi, les 2 premières étapes de ce tour. C'est la meilleure sprinteuse du monde, donc rien à dire là-dessus. En plus, elle a bien progressé dans les bosses, etc. Donc à voir ce qu'elle fera dans les étapes vallonnées, même si ça paraît quand même compliqué. Non, c'est sûr que Lorena Vibes, je la vois mal repartir sans une étape de ce Tour de France. Bah, je suis entièrement d'accord. La grande favorite au premier maillot jaune et sur les 2 premières étapes. Titien. Ouais, bah moi je vais partir je vous en avais parlé en off, on va partir plutôt dans les grimpeuses et je vais vous parler d'une des révélations de la saison et qui pour moi pourrait bien être la révélation de ce Tour de France. Voilà, c'est ce que je disais chez Canyon, on a Katia Yamanoma, mais on a aussi depuis peu de temps maintenant Neve Bradbury, une Australienne de 22 ans qui avait été repérée à l'époque par la Zwift Academy et qui avait été embauchée par Canyon en 2021, il me semble, qui a tardé un peu à faire des résultats, mais elle est très jeune, hein, 22 ans. Et cette année, voilà, depuis le Tour de Suisse, elle se révèle. Même au début de saison, elle fait 2e de l'UAE Tour. C'est vraiment une pure grimpeuse. Hein. Cette année en montagne, elle est vraiment très très impressionnante et elle rivalise vraiment avec les meilleurs, avec les Kopecky, les Longo Borghini, les Vollering, etc. Et elle a fait 2e du Tour de Suisse en gagnant une étape. Tour de Suisse sur lequel il y avait quand même Demi Vollering qui a été du coup la seule à la battre au classement général. Elle bat quand même des Longo Borghini, des Nivadova, etc. Et puis ensuite sur le Tour d'Italie, elle est impressionnante. Elle finit 3e du classement général. Elle remporte l'étape du Blockhouse et surtout elle finit 3e à seulement 1 minute 16 de Longo Borghini, mais en ayant perdu près d'1 minute 40 dans le premier contre-la-montre. Ça a été vraiment sûrement la plus forte en montagne, hein, au Blockhouse quand elle a démarré. Les Longo Borghini ou les Lotto Kopecky, elles étaient plantées. Donc voilà, elle va être très avantagée par le parcours du Tour de France où il n'y a pas de chrono, qui est un domaine qu'elle maîtrise pas vraiment. Très avantagée par les 2 dernières étapes de pure montagne. Attention à Neve Bradbury, que ce soit pour une victoire d'étape ou même tout simplement pour le podium On parlait des favorites, on la mentionne pas forcément parce que les années d'avant, elle a pas fait de résultats, mais elle est impressionnante quand ça grimpe et moi je la vois faire un très gros Tour de France et pourquoi pas viser le podium. En tout cas, je pense que Yamanova sera pas la seule carte chez Canyon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis bien d'accord. Elle fait une saison incroyable. Clairement, à part elle
elle a pas pris elle était annoncée sur la Vuelta, elle avait pas pris le départ au dernier moment, elle s'est bien rattrapée sur le Giro, et clairement elle fait podium quasiment à chaque sortie en World Tour là. Elle a déjà 4 podiums sur les courses par étapes World Tour cette saison. Dont ce magnifique Giro, tu l'as dit, avec cette victoire d'étape au Blocos qui l'a fait remonter sur le podium. La forme est clairement excellente et sur tu l'as dit, hein, sur l'étape où il y aura le plus d'écart sur l'Alpe d'Huez, clairement elle peut aller chercher cette victoire d'étape et faire énormément de différence au général. Donc, si les premières étapes se passent bien, s'il n'y a pas de pépins, si quand ça frotte énormément, il n'y a pas de soucis, le chrono fait que 6 km, donc elle devrait pas perdre trop de temps non plus. Ouais, ça peut être la belle surprise au général, et c'est sûrement celle qui devrait remporter le maillot blanc. Bah, moi, je suis hypé à 100% par elle. Je la trouve vraiment. Enfin, c'est la relève chez la Canyon SRAM, mais ça montre aussi un bon mouvement aussi. Je trouve que du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, on sort quand même des super noms au niveau du cyclisme féminin. Je pense que ce serait assez intéressant de voir comment ils développent leurs coureurs, enfin leurs coureuses. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est la grosse favorite pour le maillot blanc. Sur les 2 dernières courses par étape qu'elle a faites, elle finit sur la boîte. Elle gagne une étape sur le Giro aussi, il me semble. Enfin, même je suis sûr, elle a gagné sur le Giro. Ah ouais, la grosse étape du Blocos. Oui, l'étape du Blocos. Oui, pardon. Oui. Et en fait, elle est. Enfin, en fait, je sais pas quel rôle elle aura. Est-ce qu'elle sera vraiment, est-ce qu'elle sera à 100% pour Niewiadoma, ou est-ce que je pense qu'on va un peu la laisser en électron libre, et je pense que c'est ce qui va se passer, et voir ce que ça peut vraiment donner en classement général. Je pense qu'elle peut vraiment aller viser quelque chose. Oui, je pense que juste pour finir, il faut faut pas la cadenasser et qu'elle fasse l'équipière de Niewiadoma. Je pense Exactement, que c'est ouais. ce qui se passe, parce que clairement, quand t'as fait le podium sur le Giro, et puis la manière dont elle gagne l'étape aussi, il faut incroyable, hein. il faut la laisser libre. Ah bah ouais, non mais c'était extraordinaire. Donc non, il faut. Pour l'instant, en montagne, elle fait des meilleurs résultats que Niewiadoma cette année. Ah hein, oui, donc, oui. et pour moi, il faut clairement. jouer la double carte. Ça sera pas de trop. Donc Canyon, ils viennent avec une énorme armada. Pour moi, deuxième meilleure équipe quasi derrière la SD Works. Donc non, il faut jouer les deux. Moi, je pense qu'il y a un gros coup à jouer, et elle a que 22 ans. On n'a peut-être pas encore vu tout son potentiel, donc attention. Attention. Tiens, je vais parler rapidement d'une fille qui pourra peut-être essayer de la concurrencer sur le maillot blanc. Elle a remporté le Tour de l'Avenir Femme l'année dernière. Elle est un peu... quelques inconstances dans ses résultats. C'est Shirin Van Anrooy qui, mine de rien, a fait une belle campagne de classique, notamment sur le Tour des Flandres, hein, où elle termine troisième. Et clairement, moi, j'attends de la voir. Je pense qu'elle va être assez à son aise. Elle n'a pas couru depuis le Tour d'Allemagne là il a pas ce nom-là, mais c'est un tour en Allemagne au mois de juin. Il a un nom à la rallonge. Thuringen, voilà, Thuringen Ladies Tour. Ça m'était sorti de la tête, mais je savais que c'était en Allemagne. Et du coup, je pense qu'elle a très très bien préparé son affaire, et j'attends de voir. Alors pareil, dans son équipe, il y aura Longo Borghini, il y a également Gaia Realini. Tiens, je vais vous en parler en même temps, comme ça on peut parler des 2 filles en même temps, ça ira plus vite. Qui a apporté énormément de promesses l'année dernière, Gaia Realini. Puis cette année, on a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué, hein. Elle fait 7e du Giro, 8e non, 7e aussi sur le Tour de Suisse. Enfin voilà, elle est pas au niveau où on l'attendait, ou en tout cas qu'elle laissait espérer vu son année 2023.
Donc, je sais pas vraiment comment cette équipe va s'articuler, mais en tout cas, il y a 2 filles qui, si elles sont en forme, pourraient bien animer les choses dès que la route s'élève. Ouais. Bah, je trouve que, bah oui, carrément. Enfin, ces deux très jeunes noms pour la Lidl Trek, ça représente beaucoup d'espoir pour eux. Moi, le rond 2 de Van Nistelrooy, il était, mais ça m'avait scotché. C'était par rapport aux attaques tactiques qu'il y avait eu, etc. Bah justement, je crois que c'est Longo Borghini qui gagne la course et elle avait fait un travail, mais c'était ultra impressionnant. Je pense que c'est une course que enfin, je m'en souviendrai très très longtemps. Et elle apporte pas mal d'espoir sur ce Tour de France Femmes. À voir aussi, enfin avec Gaiarini, pour voir si en fait quel rôle elles auront dans l'équipe. Je pense que la Trek vise vraiment le classement général à fond. Et je suis vraiment pas sûr qu'elles auront beaucoup de liberté en fait par rapport à ce qu'elles pourront faire. Ouais, moi j'aime beaucoup le profil de Shirin Van Enroy qui est un peu passe-partout en fait, hein, j'ai l'impression. Et finalement, pour l'instant, cette année, elle a quand même plus brillé sur les classiques que sur les courses par étapes où on l'a un petit peu moins vue. Ouais, tu parlais du maillot blanc, elle vient quand même avec j'ai envie de dire un bagage sur l'année un peu moins impressionnant que celui de Bradbury, donc à voir, mais en tout cas, elle avait fait un bon premier Tour de France, elle avait pas fait le Tour de France, je crois, l'année dernière, elle avait fait un bon en premier Tour de 2022, France ouais. en 2022, donc à voir. Elle Et avait pour- été maillot ouais. blanc d'ailleurs. Ouais, 14e, 14e au final, donc je pense qu'elle pourra faire mieux cette année. Après, voilà, je m'attendais à ce qu'elle explose complètement, et pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc peut-être qu'il n'y a pas mieux que le faire sur le Tour de France, mais ouais, faudra voir ce qu'elle peut faire en haute montagne. Je pense qu'elle a encore un petit cap à passer, et puis Realini, ouais, impressionnante l'an dernier. Après, j'ai l'impression qu'elle paye un peu ses 40 kilos quand même. Elle est quand même très très légère. Et alors certes, en montagne, du coup, elle est très très forte, mais voilà, 40 kilos, forcément, tu galères un peu plus dans le peloton, tu perds de l'énergie sur le plat. Enfin voilà, c'est des efforts aussi comme ça. Si je prends l'exemple chez les hommes avec un Lenny Martinez, par exemple, qui est également un excellent grimpeur, mais qui est très léger. Je pense que ce profil de coureur, c'est des coureurs qui sont très forts forcément en montagne, mais qui payent peut-être un peu le manque de poids et de physique sur la résistance, sur l'endurance, etc. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait un petit peu des moins bons résultats cette année. À voir, mais elle m'a pas vraiment convaincu Realini cette année. En tout cas, je l'attendais pour tout casser après sa saison l'an dernier. Et pour l'instant, c'est pas décevant non plus, mais je pensais qu'elle ferait Oh, mieux, ouais, donc, presque, hein. enfin voilà. En tout cas, je mets un petit bémol voilà, je pense qu'elle sera plus là également pour entourer sur ce Tour de France Longo Borghini qui a une vraie chance de podium. Voilà, je pense que ces filles-là, elles peuvent être bloquées également par ça. Longo Borghini, elle fait l'année de sa vie, enfin en tout cas, elle fait une excellente saison et je pense que le podium, c'est le vrai objectif. Ce sera un Tour de France réussi pour Lidl Trek, donc elles seront peut-être plus là dans une position de lieutenant qu'autre chose, ces filles. On enchaîne, Loïc. Qui nous présentes-tu? Bah, moi, je voulais présenter en général l'équipe IF. Je trouve qu'il y a, enfin, c'est une équipe qui n'est pas au niveau World Tour, il me semble, qui a eu beaucoup de galères l'année dernière, notamment financières, et qui fait juste une année, enfin, incroyable. Enfin, aussi, je pense qu'ils ont les budgets, etc., des meilleures équipes World Tour, et ils ont parfaitement les moyens de se payer des très très bonnes coureuses. Mais on a, enfin, Kim Kasdo, moi, j'adore sa façon de courir, et je trouve que c'est un électron libre qui peut jouer un classement général et qui peut aller viser des étapes, qui paye des fois un peu son manque d'expérience comme on l'a vu sur les classiques, mais elle va engranger de la confiance et de l'expérience tout au long des prochaines saisons. Et on a la championne olympique en titre, Kristen Faulkner, qui peut aller viser des étapes. On a Alison Jackson qui n'avait pas fait énormément de résultats à part sa victoire sur Paris-Roubaix, mais en fait elle gagne sur la Vuelta cette année et c'est un personnage qui est très, enfin, qui pour moi personnellement me plaît beaucoup et je pense que c'est très bon pour le cyclisme féminin, pas seulement sportivement mais au niveau
au niveau de la visibilité. Et c'est une équipe qui est très intéressante au niveau des tactiques, etc., qui va être dans le World Tour dans les prochaines années. Et je trouve que c'est une structure moi, qui me plaît énormément personnellement, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai hâte de les voir animer la course. Je pense que le classement général, Gazzo, si elle arrive à faire un top 10, ce serait une incroyable performance. Mais en tout cas, je pense qu'elles vont animer la course. Et même Jackson dans les sprints, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, et puis on devrait voir, alors à voir dans quel état de forme, mais la nouvelle championne olympique, Kristen Faulkner, donc ouais, ça va être intéressant à suivre, et c'est vrai que c'est une formation qui anime, qui tente, et qui fait plaisir, en tout cas, à voir courir. Titien, prochain nom. Bah moi, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir beaucoup de résultats, quoique, mais c'est quelqu'un que je trouve qu'il va être intéressant de découvrir. Bon, vous la connaissez tous, hein, c'est Puck Peters qui brille sur le VTT. Malheureuse quatrième des derniers Jeux Olympiques de VTT. C'est quelqu'un qui brille également sur le cyclocross. Et c'est quelqu'un qui brille sur la route, puisqu'elle a fait une belle campagne de classique dans le top 10 du Tour des Flandres, à travers la Flandre, de Gand-Wevelgem, du trophée Alfredo Binda, qui est une grosse course chez les femmes. 13e d'Estrade Bianchi, enfin voilà, 8e du Newsblad. Elle a fait une grosse saison de classique. C'est la première fois, hein, qu'elle va faire le Tour de France, et c'est la première fois, j'ai l'impression, qu'elle va faire une course par étape finalement chez les femmes. Donc c'est tout nouveau, hein, chez Puck Peters, mais qui est très jeune aussi. À voir ce qu'elle peut donner sur les étapes un peu vallonnées, etc. Est-ce qu'elle peut gagner une étape? Je pense qu'en montagne, elle sera pas forcément là, mais voilà, c'est une belle découverte sur la route. J'ai pas forcément d'attente, si ce n'est que je pense qu'elle pourra animer la course, et même pourquoi pas aller jouer une victoire d'étape sur voilà, une des étapes de milieu de parcours là, ça peut bien lui convenir, un peu dynamique. Donc à voir ce que pourra faire Puck Peters, et si elle a autant de chances de briller sur la route que ce qu'elle fait dans les autres disciplines. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Ouais, je crois qu'avec cette fille, il faut vraiment s'attendre à tout. Oui, Elle a, voilà. elle a que 22 ans. Elle nous a déjà montré son énorme niveau en cyclocross, en VTT également. Clairement, si elle a pas cette crevaison sur les JO, elle termine deuxième. Et puis sur la route là, sans forcément avoir, même sans expérience, euh, sur les classiques qui sont des courses très très dures, elle est arrivée à faire des résultats énormes. Il en manque un petit peu. Je pense que c'est aussi l'expérience, et tactiquement pour remporter des victoires. Mais clairement, ouais, comme tu l'as dit, ça va être chouette de la voir découvrir le Tour de France, et elle va pas trop se poser de questions. Si elle a envie d'attaquer et d'y aller, elle va y aller. Et en tout cas, pour le spectacle, c'est une super nouvelle. Bah oui, moi je pense que elle est tout terrain et dans toutes les disciplines, mais aussi ça montre qu'elle a un moteur qui est assez incroyable. Elle m'avait vraiment impressionné, moi c'était sur le Ronde van Drenthe, qui est une course aux Pays-Bas qui a vraiment une seule côte, et ils font une sorte de tour autour, et elle avait attaqué dans la côte de façon un peu, enfin, ça pouvait être pris comme de la folie ou comme de la. C'est le circuit où il y a eu les championnats d'Europe l'année dernière, c'est ça? Il me semble que oui, c'est ça, oui. Ouais. Et en fait, elle avait attaqué, mais je sais pas si c'était du manque d'expérience ou pas, mais c'était assez incroyable niveau spectacle. Et bah, je pense que elle va beaucoup apprendre, et elle peut vraiment nous surprendre. Et allez, on se refait un tour avec un nom chacun. Allez, pour finir. Vas-y, pour finir. Voilà, pour finir. Moi, je vais vous parler d'une Française. Alors, c'est pas la plus connue des Françaises forcément, parce que elle a que 19 ans. Elle court pour la Saint-Michel Mavic Aubert 93. Et on l'a vu très très à l'aise dès que la route s'élevait au début de saison. Euh, alors, elle va découvrir le Tour de France. Elle a encore beaucoup à apprendre dans les pelotons professionnels, mais voilà, on l'avait vu aussi pas mal à l'attaque sur le championnat de France. C'est Marion Bunel. Marion Bunel, j'ai beaucoup aimé
son attitude là sur des courses aussi au début de saison, sur l'UAE Tour notamment où elle vient de chercher une 5e place sur l'étape de montagne et clairement elle a des qualités de grimpeuse qui pourraient la mettre à son avantage. Alors on ne devrait pas forcément la voir sur les premiers jours de course, mais c'est une fille qui pourrait soit rester longtemps avec les meilleurs dès que la route s'élève, ou alors pourquoi pas partir à l'attaque assez tôt sur les dernières étapes pour tout simplement montrer ses qualités de grimpeuse. Elle avait fait 8e du Tour de l'Avenir femme l'année dernière, et clairement c'était déjà dès que la route s'élevait où elle se montrait à son avantage. Donc voilà, après il faudra alors les courses seront sûrement un petit peu différentes, mais sur le championnat de France, j'avais trouvé qu'elle attaquait un petit peu n'importe comment, et puis que c'était pas bien senti. Donc là, bon, il y aura peut-être la concurrence sera pas la même, donc déjà arriver à suivre en montagne, ce sera déjà une super perf. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de parler de cette fille qu'on pourrait, voilà, elle a que 19 ans, elle aura 20 ans en octobre, et on pourrait l'avoir à son avantage, et c'est une découverte du Tour, et je pense que ça deviendra un peu plus un objectif pour elle dans les années à venir. De ce que moi, je t'avoue que je suis pas tout à fait complètement à jour avec ce qu'elle a fait, mais après, elle a fait un super début de saison. J'ai l'impression que après le championnat de France, ça a été un peu compliqué parce qu'elle n'arrive pas à terminer ses 3 dernières courses. C'est une coureuse qui pourra être vraiment, comme tu dis, une grosse surprise. Et après, elle gagne quand même cette année une fois. À voir ce que peut faire son équipe. Moi, elle bat Evita Music d'ailleurs sur cette course. Donc ça peut, enfin, ça montre qu'elle a quand même des très belles cannes. Après, à voir ce qu'elle peut faire parmi les énormes noms qu'il y a autour. Il y a une telle densité que ce sera plus un Tour de France de découverte qu'autre chose, je pense, pour elle. Ouais, tout à fait. Je la connais pas plus que ça, mais j'avais vu son étape du Djebel Afet là sur l'UAE Tour, et voilà, elle finit au niveau d'une Real Ligne, hein, donc ça a l'air d'être une belle petite grimpeuse. Donc voilà, merci d'en avoir parlé. Je vais la suivre attentivement pendant ces 8 jours. Loïc, ton dernier nom? Mon dernier nom, moi, c'est Mavi Garcia. C'est quelqu'un qui est vraiment une coureuse d'expérience plus, parce que elle a 40 ans. Donc je pense que c'est là, niveau expérience, je pense que ça va faire un peu compliqué de faire plus. Je sais pas si c'est la doyenne du Tour de France féminin, mais elle bonne peut... question. Je ne sais pas. Il y a Gianni Longo dans une équipe, non? Edwige Pitel. Aïe. On retourne sur des noms là. Ça va être très 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 dur là de faire plus expérimenté. C'était mieux quand tu parlais de Bradbury quand même, Titien. Je peux pas dire, mais... non, c'est quelqu'un qui peut viser un top 10 sur le classement général. Elle a montré c'est un peu sur l'état de forme actuel sur les JO qu'elle était en giga forme. Elle est super forte. Elle a, alors oui, il me semble, elle gagne pas son championnat national pour une fois. Je sais pas combien de fois elle a gagné son championnat national, mais je pense que vu qu'elle a 40 ans, je pense qu'elle a dû le gagner beaucoup de fois. Et 5 fois. 5 fois, ok. Et je pense que, enfin, c'est plus au niveau de la forme que je dis ça, c'est que moi, elle m'a impressionné pendant les JO. Et je pense que c'est deux courses qui sont tellement proches que les formes peuvent vraiment se confondre entre les deux courses. Ouais, Mavi Garcia, j'ai un peu l'impression que ça devient un petit peu compliqué quand même. Elle a forcément à 40 ans le haut de ta carrière est derrière toi. Alors même si elle a encore remporté quelques succès cette année, mais je pense quand même que malgré tout face aux
aux meilleures grimpeuses, et on l'a vu sur le Giro, c'est un petit peu trop difficile maintenant. La concurrence est vraiment de plus en plus forte, et clairement si elle fait un top 10, c'est un beau résultat, mais je la vois pas vraiment faire mieux, mais même ça je pense que ça va être un peu dur. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, le top 10 reste dans les jambes quand même, donc à voir, mais à voir. Elle avait fait 10e de son du premier Tour de France il y a 2 ans, donc vu sa forme, ce qu'elle a montré sur l'épreuve olympique, elle arrive en tout cas en très bonne condition sur ce Tour de France, donc ouais, petit top 10 de Mavi Garcia, une belle possibilité. Eh bien Titien, à toi de conclure avec ce dernier nom. Ouais, je faisais la blague tout à l'heure, mais en fait, blague à part, Edwige Pittel, elle a couru jusqu'à 2021. Elle courait encore en 2021, alors qu'elle a 57 ans. Voilà. Donc 2021, c'était quand même il y a que 3 ans. Donc Mavi Garcia, elle a encore des belles années devant elle, à mon avis. Non, bah trêve de plaisanterie. Non, j'ai pas vraiment de nom, mais j'ai un petit pari. Grace Brown sera maillot jaune du Tour au soir de la deuxième demi-étape, donc du contre-la-montre. Voilà, je lance un pari. Ok. Ah ouais, moi je pense que Lorena Wiebes sur 6 km, elle va limite gagner le chrono. Non. Ouais, ça va être compliqué sur 6 km quand même. Ah, je pense qu'elle peut lui prendre 20 secondes, non? Ah ouais? Ah ouais? Ah non, carrément. Je pense pas. 6 km, c'est vraiment un 6 km, je pense pas. Surtout que Wiebes, elle a quand même... Enfin, c'est une sprinteuse, mais elle n'a pas de ridicule dans vraiment que comme ça. Bah, Wiebes, elle a gagné des prologues de 2 km qui sont des vrais trucs adaptés aux sprinters, mais on verra, mais on verra. Ok, on verra. Voilà. Intéressant. Vu la forme de Grace Brown, là. Après, elle est en méga forme. Ouais. Moi, c'est l'opportunité de sa vie avant de reprendre sa retraite, donc j'y crois bien. Et bah tu vois, ça vivre. Ouais, et en tout cas, si jamais elle n'y arrive pas sur l'étape contre la montre, elle pourrait le prendre juste après, par contre. Oui, c'est possible. Ça, c'est à voir après possible. Si son rôle à partir de après chrono, c'est de veiller sur Evita Music ou pas, mais vu qu'elle a gagné l'Èche-Bastogne-Liège, c'est une belle possibilité. Ah, donc voilà, en tout cas, j'aurais réussi mon pari à moitié si elle le prend le lendemain. Voilà. Ça lui rappellera des beaux souvenirs de rouler vers Liège. Eh ben messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cette belle preview. J'espère que ça a donné envie à nos auditrices et nos auditeurs de regarder le tour qui va commencer. Donc on le rappelle, lundi 12 août pour 8 étapes en 7 jours. En tout cas, moi, ça m'a bien chauffé et ça m'a bien remis dedans. Donc voilà, dès que les JO seront terminés, clac, on enchaîne sans pause. Tour de France Femmes qui s'annonce génial. Clairement, c'est la plus grande course du peloton féminin, et d'année en année, on voit que le niveau augmente et ça devient de plus en plus homogène, et on sait que c'est grâce à un niveau constant comme ça que le cyclisme est génial à suivre. Donc c'était déjà top à regarder les 2 dernières années, donc je pense qu'on va se régaler. Merci messieurs, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et puis il faut bien évidemment penser à s'alimenter. On est en pleine chaleur, pensez à bien boire, parce que c'est pas parce qu'on reste devant le canapé depuis le début du mois de juillet qu'il faut oublier les bases. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao les copains. Ciao, bisous à tous.